Bonjour à tous. On va essayer, mon collègue Patrick Vourche et moi-même, de vous parler de l'organisation de la génétique de la SLA en France. On parle en fait au nom des 3 laboratoires de diagnostic moléculaire dans la génétique de la SLA. Donc, laboratoire parisien, la Pitié-Salpêtrière, Tours, représenté par Patrick Vourche, et Nîmes, que je représente aujourd'hui. Alors, je suis Kevin Mouza, j'ai beau, j'en suis désolé, remonter aussi loin que je peux dans mes origines, et je n'ai pas trouvé d'origine bretonne. Pour ma défense, je n'ai pas d'origine française non plus, puisque je suis auvergnat. Mais mon collègue Patrick Vourche saura remonter le niveau, donc je lui fais confiance, bien évidemment. Ok. Alors, les aspects génétiques de la SLA dont on va vous parler tout de suite concernent, en tout cas, le diagnostic moléculaire peut concerner la totalité des patients SLA que vous voyez dans les centres, soit environ 2500 nouveaux cas par an en France. Et l'enjeu est absolument important pour tous les patients, à la fois directement pour le patient, puisqu'il s'agit d'identifier les causes de la maladie, que le patient comprenne pourquoi il est malade, bien évidemment, préciser l'évolution de la maladie, si on peut, ce n'est pas forcément toujours quelque chose de facile, et puis, plus récemment, et vous le savez bien évidemment, la connaissance d'une mutation génétique pathogène pour le patient peut permettre l'éligibilité aux nouvelles thérapies géniques qui sont en train d'arriver. Pour la famille des patients, bien évidemment, les enjeux peuvent être similaires, mais également, la génétique permet d'améliorer le conseil génétique et d'ouvrir la voie du diagnostic présymptomatique ou du diagnostic prénatal, voire préimplantatoire éventuellement. Alors la génétique, c'est un monde particulièrement vaste, compliqué. On entend souvent parler de l'immensité du génome humain. Le génome humain, c'est 3,5 milliards de paires de bases hérités du père et autant hérités de la mère. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Seul 1,5% de notre génome est codant, et dans ces 1,5%, on peut quand même dénombrer un peu plus de 20 000 gènes qui codent des protéines. Donc c'est quelque chose quand même d'assez énorme. Et parmi ces 20-23 000 gènes connus, eh bien, aujourd'hui, seuls une trentaine sont connus pour être responsables de la SLA. Vous connaissez tous les gènes principaux, et le premier d'entre eux, dans les années 90, à avoir été découvert, est SOD1, qui est un des gènes qui nous fait le plus parler en ce moment, mais ce n'est pas tout à fait le seul. Alors, le mode de transmission de la maladie, dans la majorité des cas, est sur un mode dominant. Comme je vous disais, 3,5 milliards de paires de bases héritées de la mère, autant du père. Donc ça veut dire que chaque gène est présent en double, une version maternelle et une version paternelle. Et dans l'immense majorité des cas, en fait, une mutation dans seule une des deux versions, soit la paternelle, soit la maternelle, eh bien, suffit pour être responsable de la maladie chez les patients. C'est ce qu'on appelle donc ce mode de transmission dominant. 34 gènes à ce jour causaux, certains sont identifiés dans la maladie, mais sur ces 34 gènes, en fait, 4 gènes sont majeurs et expliquent à eux seuls un 6e des formes de SLA, SOD1 dont j'ai parlé, C9 ou RF72, TARDBP qui code la protéine TDP43, vous connaissez plutôt ce nom, et FUS. L'idée pour nous est d'essayer de développer, enfin c'est pas d'essayer, c'est nous avons développé et nous étudions en fait la totalité des gènes connus causaux dans la SLA, et ça représente en fait, ça n'est que 30 000 gènes, pardon, ça n'est que 30 gènes, mais c'est quand même 100 000 nucléotides, 100 000 bases étudiées dans nos panels diagnostiques que nous pouvons proposer aux patients. Alors ça, c'est quelque chose que vous savez mieux que nous, la présentation familiale des cas de SLA. Vous savez que 90% des formes de la maladie sont sporadiques, c'est-à-dire qu'un individu est atteint dans la famille alors qu'on ne s'y attendait pas a priori. Et pour ces formes sporadiques, en fait, on arrive à trouver une mutation pathogène responsable de la maladie dans environ 15% des cas. Les 10% des cas restants étant des formes familiales pour lesquelles, là, on a beaucoup plus de chances de trouver des mutations pathogènes, puisque le pourcentage avoisine les 70%. Que la SLA soit sporadique ou familiale, quand un variant génétique pathogène est identifié, ça en fait évidemment une forme héréditaire de la maladie.
Alors la difficulté pour les formes sporadiques, c'est de se dire, d'accord, c'est sporadique, mais s'il y a une mutation pathogène, elle a peut-être été héritée des parents, comment ça se fait que on n'ait pas forcément cette information-là? Ben là, il y a deux grandes causes. C'est-à-dire, soit le patient qui est atteint de la maladie, qui a une mutation génétique, en fait, a eu une néomutation, une mutation de novo, c'est-à-dire que dans son développement embryonnaire, il y a une mutation qui est apparue et qui n'avait pas été transmise par les parents. L'autre hypothèse est que la mutation que le patient présente est héritée, cette mutation génétique responsable de la maladie d'un de ses parents, mais que pour une raison, donc le terme c'est de la pénétrance incomplète, c'est-à-dire qu'en fait, le parent qui lui a transmis cette mutation porte la mutation, mais la mutation n'a pas réussi à rendre malade son parent. Donc ça, c'est les deux grosses hypothèses qui font qu'on peut réussir à trouver des mutations pathogènes dans une quinzaine de pourcents de patients atteints de formes sporadiques. Alors, d'autres hypothèses, évidemment, en particulier, on peut imaginer des situations dans lesquelles plusieurs gènes, 2 gènes, voire plus de gènes, c'est ce qu'on appelle du digénisme quand il y a 2 gènes, ou de l'oligogénisme quand il y a un peu plus que 2 gènes, sont responsables de la maladie. Là, sur un plan diagnostic moléculaire, je suis vraiment au regret de vous l'annoncer, nous sommes très mauvais, nous ne savons pas aujourd'hui porter de diagnostic moléculaire lorsque la cause est digénique ou oligogénique. Pour les formes familiales, c'est plus facile pour nous, laboratoire, puisque les gènes mutés, les mutations pathogènes sont identifiables dans environ 70% des patients, et vous avez ici, sur ce camembert, la répartition des mutations génétiques qu'on arrive à identifier chez les patients, et vous voyez que tout ça est largement dominé par des mutations du gène C9orf72, relativement récemment découvert, dont la découverte dans la maladie date de 2011. Le deuxième dans la liste, c'est SOD1. TARDBP, vous voyez qu'on arrive à 4%, FUS 3%, et voilà les 4 gènes majeurs de la SLA. Et la difficulté, et c'est là où on essaye vraiment de se battre, et c'est un challenge dont va vous parler Patrick dans quelques secondes, elle est là, elle est sur tous les autres gènes qui représentent quand même 36% des autres mutations qu'on peut identifier chez les patients et qui peuvent être nombreux mais qui ne sont pas forcément les variants qu'on rencontre le plus souvent chez les patients. Je laisse la parole à mon collègue Patrick. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, en effet, je fais un vrai breton, un Vourche, ça veut dire le centre du village en breton. C'est la vraie Bretagne, c'est celle du Finistère. Donc, je vais passer. Et je suis arrivé à Tours, en effet, il y a de ça quelques années, pour travailler aux côtés de collègues, dont Philippe Corsia, présent dans la salle, avec qui on a réalisé cette étude. Donc, si je peux revenir en arrière. Mais pour vous dire un petit peu en quelques diapositives, l'histoire et ce qu'on fait, ce que vient de dire Kevin. Donc tout ça, c'est parti, vous voyez, des années 2000, où on a pris les gènes les uns après les autres en fonction de leur découverte dans la pathologie, le gène SOD1, TARDBP, FUS, le rebondissement qu'il y a eu avec la découverte du nombre de répétitions anormales dans le gène C9orf72, qui est actuellement donc, la cause la plus fréquente génétique dans la SLA. Puis après, évidemment, tout ce travail s'est fait en lien avec les filières, qu'on remercie au passage presque à chaque fois de nous donner la parole dans ces journées-là, donc les filières avec qui on travaille constamment, pour faire évoluer nos diagnostics, mais aussi que ces diagnostics soient le mieux utilisés derrière par les cliniciens et par les centres. Ensuite, on est passé sur le séquençage à haut débit, tout d'abord avec le panel de gènes SLA. Donc, comme vous le disait Kevin, l'idée c'était d'aller analyser aujourd'hui donc une trentaine de gènes impliqués dans la maladie. Sur les formes familiales, au départ, celles où on avait évidemment le plus de chances de trouver un gène impliqué. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire toutes les formes, qu'elles soient sporadiques ou familiales. On a également participé à tout ce qui est rédaction d'arbres décisionnels. On recible, comme vous le voyez, avec les nouveautés qu'il y a dans la littérature, nos panels, c'est-à-dire qu'on ouvre des nouveaux gènes ou alors on en enlève certains qui finalement ne sont pas les bons, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très actif, qui se fait, non pas les 3 laboratoires dans notre coin, c'est vraiment un travail collaboratif qu'on fait en tant que laboratoire de biologie médicale de référence avec les cliniciens, au décours de réunions comme celle-ci, mais aussi de RCP.
RCP qu'on a de manière mensuelle. Alors, il y a différents types de RCP. Il y a les RCP cliniques auxquels nous, on assiste, et il y a les RCP moléculaires auxquels on est vraiment partie prenante dans la discussion sur la pathogénicité de tel ou tel variant et, par exemple, la possibilité d'accès au tofersen. Et par ailleurs, on se doit, en tant que laboratoire aussi, sur des choses qui sont complexes pour nous et bien sûr pour les personnes non généticiennes, de comprendre tous le même message. Et pour cela, donc, on a été invité, par exemple, aux rencontres nationales des infirmières des centres SLA, à un webinaire organisé par l'ARSLA, et ainsi de suite. Et c'est très important que tout ça fonctionne, on a entendu tout à l'heure, hein, en réseau, pour que tous on avance à la même vitesse. Donc, actuellement, donc, on travaille les 3 laboratoires avec l'ensemble des centres SLA en France. Paris fait surtout la région parisienne, surtout, on fait surtout le nord de la France, et bien sûr, sur Nîmes, ils font le sud de la France. Ce qu'on a, évidemment, maintenant, on arrive à peu près 20 ans, ça fait 20 ans à peu près qu'on travaille sur les premiers gènes impliqués dans la SLA. Donc, on a de plus en plus de formes présymptomatiques, hein, on arrive presque à la génération, on en parlait tout à l'heure, à la génération plus 1, par rapport aux premières découvertes de génétique dans des familles. Et ce qu'on a également fait l'année dernière, donc diagnostic en augmentation et diagnostic présymptomatique en augmentation. Et ce qu'on a voulu faire avec la filière, et donc Philippe Corsia portait ce protocole, GENIALS, qui était de faire une étude la plus exhaustive possible de la génétique dans les formes de SLA en France. Et l'idée était, pour nous, en tant que laboratoire, et avec les neurologues, d'inclure maintenant aussi tous les SLA sporadiques dans le diagnostic génétique. Donc, comme je vous le disais, un panel de gènes, une trentaine de gènes pour tous les patients, qu'ils soient de forme familiale ou de forme sporadique. Donc, vous avez à gauche les formes familiales, à droite les formes sporadiques. Donc, comment on travaille? Le premier gène qu'on étudie, c'est le gène C9orf72, cause la plus fréquente et qui demande une technologie particulière. On analyse les répétitions de gènes. Enfin, les répétitions d'hexaplets, de 6 lettres 4G et 2C, dans le gène C9orf72. Si cette réponse est négative, on va faire un panel de 30 gènes. Si elle est positive, on rend directement l'information au clinicien. Donc ça, c'est le panel pour tous qu'on commence là actuellement cette année. Et comme je vous le disais, l'objectif pour nous, c'est d'aller plus loin sur les causes de la génétique. Déjà, de mieux analyser les 30 gènes qu'on analyse actuellement, de supprimer ceux qui ne servent à rien. Vous voyez, cette année, on a enlevé un gène qui nous embêtait beaucoup, le gène NEC1. Alors pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, ça peut être des heures de travail pour essayer de comprendre si les variants qui sont à l'intérieur de ces gènes-là, qu'on trouve chez les patients, sont oui ou non pathogènes. Donc on se doit à un moment de revoir ces panels-là. On ajoute des nouveaux gènes causaux et des facteurs de risque. Alors quand on dit facteurs de risque, ça veut dire qu'on porte tous des facteurs potentiellement impliqués dans la maladie, mais qui à eux seuls ne sont pas suffisants pour donner la maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces facteurs de risque, aujourd'hui, on ne les rend pas aux cliniciens. Peut-être que dans un futur proche, hein. Pour l'instant, on ne rend que les gènes causaux, les 30 gènes dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'on va également faire, c'est d'analyser donc plus finement ces gènes en analysant ce qu'on appelle les introns, c'est-à-dire les régions qui ne se retrouvent pas sur les protéines, mais qui sont aussi potentiellement source de variation. Donc ces introns, c'est quelques diapositives qu'on a présentées dernièrement à l'invitation de la RSLA auprès du ministère de la Santé pour leur montrer tout le travail qui restait à faire. Donc évidemment, il y a quelques messages clés en bas de ces diapositives-là. Alors, on parlait tout à l'heure du plan France Médecine Génomique. Donc avec la filière, donc, nous avons travaillé à ce que la SLA soit une préindication acceptée par le plan France Médecine Génomique. Donc voilà aujourd'hui quels patients peuvent être adressés pour une analyse de génome complet. Ce sont les patients pour lesquels C9orf72 aura été trouvé négatif et pour lesquels, pour les SLA familiales, les quelques panels qu'on fait sont négatifs. Donc on va à la recherche d'autres gènes dans le génome. C'est le cas de figure à gauche. Pour les cas, ça c'est les cas familiaux. Pour les cas sporadiques, là évidemment, c'est plus compliqué d'analyser le génome, de trouver un gène muté parmi les 23 000 s'il y en a un. Donc pour cela, on s'est contraint à des cas particuliers de SLA, ceux qui ont un âge inférieur à 45 ans, donc les formes dites précoces, en partant du fait qu'il y a peut-être, comme le montre le schéma à droite, une néomutation qui n'existait pas chez les parents, et des formes de SLA, donc c'est le petit schéma avec un grisé en bas, à droite. Ce sont des patients pour lesquels
dans leur famille, il n'y aurait pas forcément un autre cas de SLA, mais il y aurait des pathologies à expression motrice ou des pathologies à expression cognitive hors maladie d'Alzheimer, tout en partant de l'observation que dans les familles avec SLA, on a des problèmes cognitifs et que chez certains patients SLA, il y a aussi, comme vous le savez, des problèmes cognitifs bien fréquemment. Pour les patients pour lesquels on n'aurait pas pu demander un génome complet, pour les formes sporadiques, là, l'idée qu'on a, c'est de développer l'exome, où on ne va pas analyser là, les 3 milliards de lettres, mais on va se cantonner à 1% de ce génome, à 1% de ces 3 milliards de lettres, à savoir celles qui donnent les protéines de nos cellules. Et chose très importante, et je finirai par là, c'est que dans nos laboratoires de diagnostic moléculaire, plus on cherche, évidemment, plus on trouve de causes, mais plus on trouve aussi de choses qu'on a du mal à interpréter, ce qu'on appelle les variants de signification inconnus. On en parlait tout à l'heure lors de la pause midi, là, de qu'est-ce qu'on fait avec ces variants-là, faut-il les rendre, faut-il les garder? Actuellement, on les garde parce qu'on n'est pas capable de dire s'ils sont pathogènes, tout simplement, et qu'il nous manque d'informations. Et ces informations, comment on les obtient? Vous les voyez là, hein. On travaille bien souvent avec des laboratoires de recherche, de l'INSERM, entre autres, et des universités. Donc c'est le cas à Montpellier, avec l'Institut des neurosciences de Montpellier, avec l'ICM à Paris, ou avec l'unité iBrain à Tours. Donc ces 3 laboratoires de diagnostic moléculaire. On ne s'arrête pas au diagnostic, on va plus loin, on essaie de comprendre la physiopathologie et l'implication de ces variants dans les maladies pour revenir, si on trouve que ces variants sont probablement pathogènes, revenir au clinicien, puis revenir au patient en disant que si finalement ce variant de signification inconnue, il a un sens, il est pathogène, et donc il peut être rendu au patient et à la famille. Ça, je vais passer, c'est l'avenir, hein. On a commencé à travailler là-dessus, entre autres à Montpellier. C'est aussi l'étude de l'expression des gènes, parce que là aussi, il y a une somme de variants encore inconnus aujourd'hui, sur lesquels on a des choses à découvrir. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Je voudrais remercier la filière pour son invitation, remercier l'ARSLA qui, à plusieurs reprises dans l'année, nous invite à faire à partager les informations que nous avons, et vous remercier pour votre attention. Merci. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez réfléchi sur le délai moyen médian de rendu des résultats? Est-ce qu'il y a des... mais ce n'est pas des critiques, hein, c'est peut-être pour améliorer aussi les pratiques. Est-ce qu'il y a des différences significatives dans les délais médians entre les 3 laboratoires? Et si oui, quels sont les phénomènes bloquants et y a-t-il moyen d'y remédier? Comment on peut faire pour aider, pour y remédier, quoi? Donc dans ce qu'on avait préconisé ensemble il y a de ça quelques temps déjà, hein, c'était un rendu dans les 3 mois. Aujourd'hui, le gène C9-RF72, on a assez rapidement la réponse. La majorité du temps, ils sont, dans les cas sporadiques, entre autres, hein, ils sont négatifs. Dans les cas familiaux, on les rend, enfin pour moi, à Tours, je suis dans les 2 mois grand maximum. Pour le cas du panel, du panel, à Nîmes et les collègues parisiens qui n'ont pas pu venir là, et à Tours, quand on trouve quelque chose de positif, en particulier, pour citer que celui-là, SOD1, mais aussi FUS, TARDBP et TBK1, qui sont les gènes principaux, dans ce cas-là, on les rend en amont de tout le reste, parce qu'on fait des panels en série, c'est-à-dire qu'on ne va pas étudier un patient par patient. On fait des groupes de patients, quand on commence à en avoir une trentaine, et ceux qui sortent comme ayant des variants pathogènes dans ces 4 gènes que j'ai cités, là, on n'attend pas pour les rendre. Les autres qui sont négatifs, là, ils mettent peut-être plus de temps, parce qu'à côté, il y a les autres pathologies, ainsi de suite, à étudier, pour les rendre, mais on est dans les 2-3 mois. Alors moi, j'en ai quelques-uns en retard, qui ont plus de 3 mois, pour lesquels on a parfois des variants de signification inconnus. Là, par exemple, la semaine dernière, j'y mêlais aux collègues, parce qu'il y a un variant qui me pose souci, dans un gène important. Et c'est là où on a besoin des études en fonctionnel, mais ces études en fonctionnel, elles prennent trop de temps.
Donc on les garde pour nous, ces variants-là, mais avant de les garder pour nous, on discute avec les collègues pour savoir si oui ou non, eux, ils ne les auraient pas vus dans leur base, et ce qui me permettrait de les rendre. Mais on est sur ces délais-là, hein, quand il y a une mutation, c'est dans les 2 mois. Quand il y a une mutation, j'entends. Je suis complètement d'accord avec mon collègue. Je crois que pour les 3 laboratoires, on est assez homogène. Si on reste restreint aux 5 gènes majeurs, C9, ORF72, SOD1, TARDBP, FUS et TBK1, 2-3 mois, on arrive à rester dans les clous. Là où on est peut-être moins homogène, c'est sur le panel élargi, quand on est sur l'étude de la trentaine de gènes. Et c'est là que, finalement, en fonction des forces humaines des laboratoires, et c'est là qu'on a le plus de difficultés, en fonction des forces humaines, qu'on peut avoir plus de temps, plus ou moins de temps en fonction des centres, pour répondre sur ce panel élargi. Et c'est là qu'on sera un peu moins homogène entre les 3 centres. On a vraiment réussi à mettre toutes nos forces sur le panel central, en particulier pour que C9, ORF72 et SOD1 puissent être rendus le plus vite possible, particulièrement SOD1 pour le tofersen. Notre grosse difficulté, et je crois que c'est pareil pour tous les laboratoires, hein, c'est les ressources humaines, on manque de biologistes. Alors comment aider? Je pense que c'est surtout en faisant de la pub. Si vous avez vraiment parce qu'on peut avoir des postes, on y arrive, mais on n'a pas de candidats et c'est très difficile pour nous. Donc si vous connaissez des biologistes moléculaires qui veulent venir dans un des 3 laboratoires, on a de la place. Faisons de la pub de ce côté-là, ça nous aiderait beaucoup. Si tu veux rajouter Ouais, moi, actuellement, je suis pour ceux qui sont activables comme SOD1. Et C972 qui n'est pas activable mais qui est le plus fréquemment muté, moi je suis à 1 mois, là actuellement. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, parce que évidemment, l'objectif, hein, et de plus en plus, les cliniciens nous demandent de nous mettre urgent. Donc l'urgence, c'est 1 semaine pour extraire, pour faire la manip, pour rendre le résultat, c'est 2 semaines, 3 semaines. C'est pour ça que je vous dis 1 mois pour être large. D'accord. Sur la deuxième question, après je ne vais pas monopoliser, mais c'est sur les mutations introniques. On a été un peu, nous, sensibilisés dans le fait qu'on a eu une grosse famille avec... et en fin de compte, on était passé à côté. Voilà. Du coup, c'est quoi votre stratégie? Là, l'objectif qu'on s'était donné, c'était pour ce gène-là, en particulier SOD1, parce qu'il y a le tofersen, et donc ça peut être intéressant de voir des variants introniques. On a tous mis dans le panel aussi ce qu'on appelle la couverture, c'est-à-dire l'analyse des introns du gène SOD1. Ce n'est pas le cas pour les autres gènes, mais pour celui-là, il y a l'ensemble du gène. Alors après, une fois qu'on a dit ça, moi j'en ai eu encore cette semaine, un variant qui se situe, alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais un variant qui se situe dans un intron, à une position où, au niveau bioinformatique, je ne suis pas capable de dire s'il est pathogène ou pas. Donc ça, c'est les fameux variants de signification inconnue, hein, et évidemment, plus on cherche, plus on va en trouver, et on en aura dans les tiroirs, et là, les analyses fonctionnelles sont obligatoires. Tout à fait, je me permets de compléter, complètement d'accord. On s'est mis d'accord, hein, on a rajouté ça. Trouver des variants, c'est facile. Savoir s'ils sont responsables de la maladie, c'est encore plus difficile quand on est dans des introns. Donc bien souvent, on en trouve et on n'est pas capable de vous les rendre parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Les analyses fonctionnelles commencent à arriver. Alors là, on est du domaine de la recherche. On n'est pas aujourd'hui capable de faire des analyses fonctionnelles en routine dans le cadre du diagnostic moléculaire. Mais il y a des projets de recherche. Il y a un projet de recherche financé par la RSLA, qui est porté par ma collègue Claire Guissard à Nîmes, qui consiste à étudier les ARN qui permettent de caractériser les anomalies introniques qu'on arrive à trouver. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, on vous redemande un tube qu'on appelle un tube PAXgène, un tube un peu particulier, hein, pour les patients qui ont possiblement une de ces anomalies. Mais encore une fois, on est dans le domaine de la recherche. Avant de réussir à transférer ça en diagnostic moléculaire et à l'étendre sur tous les laboratoires français, il va se passer probablement encore quelques années. Juste une question, enfin 2 questions rapides. Donc là, actuellement, vous couvrez quel pourcentage un petit peu quel est le taux d'élucidation que vous rendez actuellement dans la SLA? Il y a à peu près 75% des gènes qui sont connus, mais finalement, vous en rendez combien? 60, 70?
Et l'autre question, c'est sur ces fameuses mutations introniques. Ce que j'ai compris, c'est que vous analysiez tous les introns. Je ne suis pas sûr que ce soit fait partout de cette façon-là. Et on m'a parlé notamment du fait qu'on n'analysait que les régions flanquantes des exons, ce qui fait que du coup, il reste des endroits où il peut y avoir une mutation. Et dernier point, effectivement, il y a une éligibilité au tofersen, donc c'est important, d'autant que ces mutations introniques, a priori, elles ne sont pas si rares. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les taux de rendu de résultats sont comparables à ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire environ 70% de mutations pathogènes dans les formes familiales, 15% dans les formes, dans les formes sporadiques, dominées largement par C9 ORF72 et SOD1. Sur les introns, en fait, nous analysons la totalité des introns uniquement du gène SOD1. Là, oui, la totalité de ce qui est analysable. Il y a des zones qui ne sont pas analysables, en fait, on ne peut pas faire. Bon. Donc, on ne s'arrête pas aux zones flanquantes pour SOD1, on regarde vraiment tout. Alors, on regarde tout, mais plus on va profondément dans les introns, moins on sait quoi en faire. Donc, on regarde, mais on est bien souvent coincé. Par contre, pour tous les autres gènes, on regarde les zones flanquantes. Ça, oui. Et la troisième question, pardon, c'était... Ah. Alors, tout à fait, la mutation pathogène qui est en moins 185, moins 184, qu'a montré Patrick dans une de ses diapositives tout à l'heure, qui a été publiée par l'équipe parisienne, pour nous, elle est considérée comme pathogène, alors ça serait discuté en RCP, mais on ne voit pas de contre-indication à ce qu'on en discute, en tout cas pour une éligibilité au tofersen. La fréquence des mutations introniques ? Bon, là, on a commencé, on n'a pas encore de... Et puis, comme dit, dans ces régions-là, c'est là où il y a le gros travail à faire et c'est là où il nous faut du temps pour emmagasiner des données. Il y a ce qui est de la variation pathogène jusqu'à de l'autre côté, qui est le polymorphisme. Et on sait que même des polymorphismes, ça peut jouer sur le niveau d'expression d'un ARN, sur sa stabilité. Donc il y a vraiment plein de questions qui s'offrent à nous. C'est super intéressant du point de vue fonctionnel. Et pour nous, biologistes, par contre, évidemment, notre objectif, c'est deux choses. C'est d'aller vite, parce que derrière, évidemment, il y a quelqu'un. Mais c'est d'aller bien. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rendre n'importe quoi. Vous savez, quand on est devant le compte rendu et intuitivement, on se dit qu'on est dans un variant probablement pathogène et qu'il faut le rendre, et qu'on n'a pas tous les arguments, parce qu'on se base sur une classification internationale pour le rendre, on essaye d'y aller dans ce variant pathogène, mais c'est parfois compliqué. Hein. Voilà. Et on se doit quand même de rendre des choses pesées rapidement. Un grand merci à vous. Merci à vous.